quoi consiste le métier d'historien? Qu'est-ce qu'un historien? Les gens s'imaginent souvent qu'être historien, c'est simplement être au courant de ce qui des données qui nous sont disponibles, des dates, etc. Alors, j'ai dit il y a quelque temps que la nouvelle histoire, qui est un courant qui s'est développé avant la Seconde Guerre mondiale, avait affirmé que l'histoire avait besoin d'annexer, de faire alliance avec d'autres savoirs, notamment dans le domaine des sciences sociales. De même que l'astrologie ne pourra se développer que si elle fait alliance avec d'autres domaines, comme ce que j'appelle les travaux sur le genre, sur le sexe, la sexologie. C'est-à-dire qu'il faut décloisonner l'histoire, qu'il faut décloisonner l'astrologie. Ces deux disciplines, d'ailleurs, sont en souffrance. Elles ont d'ailleurs été toutes les deux rejetées assez rapidement de l'Académie des sciences. Pas tout de suite, mais assez rapidement. Parce qu'elles avaient des carences. Et c'est toujours le cas. Le travail de l'historien, être doué pour le travail de l'historien, cela signifie être capable de reconstituer la genèse d'un processus. Et même quand je fais des travaux bibliographiques, des catalogues chronologiques, ma grande préoccupation, c'est de reconstituer le cours des choses, la genèse des choses. Alors, ça peut se faire sur des périodes relativement récentes, comme les travaux que j'ai publiés sur la revue française Histoire du livre entre 2011-12 et 2016. C'est-à-dire qu'on reconstitue le fil des éditions successives, des traductions successives. Et ça, c'est un excellent entraînement. Parce que, une fois qu'on a développé des méthodes pour reconstituer la chronologie, par la chronologie des éditions des Centuries, par exemple, comment une œuvre s'est formée, comment elle s'est développée par étapes successives, eh bien, le stade suivant, c'est de travailler sur des corpus beaucoup plus, je dirais, rares, beaucoup plus minimaux. Et ça explique pourquoi j'ai eu tendance à terminer, à clôturer une période où je travaillais sur des éditions diverses de tel et tel ouvrage, généralement dans le champ ésotérique, alchimique, astrologique, prophétique, etc., tarologique. Et qui correspondent quand même à des périodes relativement récentes, du moins pour les corpus dont il s'agissait. Et pourquoi j'ai décidé, depuis quelque temps, d'explorer un autre niveau de recherche historique, qui est de remonter dans le temps, dans la diachronie, par le biais d'ailleurs de la synchronie, de trouver des failles dans les corpus qui nous sont parvenus, des failles qui ne sont pas uniquement liées à des questions d'édition, parce qu'à un certain moment, bien évidemment, j'ai surtout travaillé sur des éditions depuis la période de l'impression, donc depuis le milieu du XVe siècle, pas seulement, enfin, en partie. Et là, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit de
travaillé sur des périodes beaucoup plus éloignées, et même dont on ne peut pas dater précisément les étapes. Mais on peut les mettre en place, et on peut les ordonner dans une certaine diachronie. Parce que autant le travail de la bibliographie est essentiellement un temps où on travaille sur des documents qui sont datés, ou qu'on peut en tout cas dater, puisqu'il y a des ouvrages qui sont là, il y a des textes qui sont là, autant quand il s'agit de remonter à l'histoire, par exemple, de l'astrologie, mais aussi à l'histoire du judaïsme, puisque depuis quelque temps, j'ai proposé une lecture critique, et non pas apologétique, de certains nombres de corpus. Maintenant, on passe au 002, je pense. À ce moment-là, effectivement, on part des textes, et comme j'aime bien dire, selon la théorie de la sémantique générale, la carte n'est pas le territoire, mais elle nous renseigne sur le territoire, plus ou moins, plus ou moins. Elle peut aussi être défectueuse, elle peut aussi être perdue ou dévoyée. Toujours est-il que peu d'historiens, à mon avis, aujourd'hui, sont capables de faire preuve de suffisamment d'audace et d'assurance pour proposer de combler un certain nombre de manques de la documentation historique. Pour faire apparaître ces manques d'abord. Et à ce propos, je dirais que dans le domaine musical, j'ai également proposé de nouvelles réflexions qui sont en partie liées à la question du manque. C'est-à-dire des choses qui sont passées par-dessus bord, dont on a cru bon se débarrasser, et qui créent un déséquilibre. C'est un des mots clés que j'utilise actuellement. Il y a du déséquilibre, donc il y a du manque. Quelque chose qui a été ôté, qui est devenu bancal. Et j'adore mettre en évidence des choses qui sont bancales et qui manquent quelque chose qu'il faut rajouter. J'ai dit par exemple que le Shabbat, tel qu'il nous est parvenu aujourd'hui, est bancal. Parce qu'il comporte l'élément de fin de cycle, mais pas de manière suffisamment équilibrée la dynamique de début de cycle. Il est ridicule que les Juifs célèbrent la fin de cycle comme le moment principal de leur vie juive, alors que cette fin de cycle, elle ne fait sens que s'il y a une résurrection, pour employer une expression un peu provocatrice propre au christianisme. Et dans le domaine musical, c'est la même chose. Il y a, à mon avis, un déséquilibre qui est lié au fait que on utilise des instruments et en même temps, on n'utilise pas la voix. Je veux dire, la même personne, j'entends. Et j'ai proposé récemment une relecture des grandes sonates, par exemple, classiques du XIXe siècle, pour ne pas dire celles du XXe siècle d'ailleurs, pour piano, mais aussi pour piano et violon, etc. Je laisse de côté tout ce qui est, bien évidemment, les corps, les vents, etc. Puisque ce qui m'intéresse, moi, ce sont les instrumentistes qui ont la bouche qui n'est pas utilisée. Et ce chômage, cette bouche qui ne sert à rien, sinon parfois pour certains instrumentistes de faire des présentations qui valent ce qu'elles valent de l'œuvre qu'ils vont jouer, c'est pas ça dont il s'agit. C'est pas ce type d'utilisation de la bouche qui nous intéresse.
ni même d'ailleurs celle du chant, proprement dit, des leaders, etc. Non, ce qui nous intéresse, c'est qu'au moment où l'interprète joue, avec les mains, il sert de ses mains pour jouer du violoncelle, de la contrebasse, du piano, etc., eh bien, au même moment, il s'accompagne lui-même et il crée lui-même une musique vocale à base de sifflements, à base de vocalises, à base de certains types de bruits qu'il pourrait produire. Et j'ai proposé une relecture des grandes sonates par ce biais-là. C'est-à-dire que moi je considère que l'interprète doit compenser sa servilité à la partition par de l'improvisation, comme ça se faisait avec les cadences dans les concertos pour violon notamment, qui ont été conçus par des interprètes, des violonistes. Eh bien, là, j'invite les pianistes, les interprètes pour les instruments à cordes et pour les pianos, même à plusieurs, on peut très bien imaginer des quatuors à cordes, ou quatuors ou trio avec piano, etc. Je leur propose, je les invite à produire du son en même temps qu'ils jouent. Et un son qui est improvisé, qui est la musique d'aujourd'hui, en quelque sorte, qui vient se greffer sur la partition classique, qui souvent date de 200 ans ou 200 ans, etc. Voilà l'idée qui m'est venue, et d'ailleurs alors je ne la pratique pas parce que je ne joue pas moi-même des œuvres classiques, je joue mes propres œuvres, mais je me propose à l'avenir de mettre des CD de telle et telle sonate, de Beethoven par exemple, et de siffler ou de vocaliser sur ces sonates et d'enregistrer le résultat global. Et voilà comment je conçois, alors ça peut être paradoxal, que l'historien qui a vocation à explorer le passé se retrouve en fin de compte à proposer des choses pour l'avenir. Mais ça n'a rien d'extraordinaire, car quelque part, dans une problématique que j'appelle une problématique de réforme, la réforme, c'est toujours de préparer l'avenir en restaurant le passé, en revenant à l'origine, à la structure. Il faut bien comprendre cela. Retrouver la source, c'est ce qui permet de relancer la dynamique du futur.